Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon jeudi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre Janime, Côte-Nord Attitude. L'émission est proposée du lundi au jeudi au FM 94. Tommy Auger de Cogeco TV va se joindre avec moi dans les prochains instants. Il est à la Guignolée, comme bien des gens dans le milieu des médias. Aujourd'hui, là, la Guignolée, ça se poursuit jusqu'à 17 heures. Il y a déjà des premiers résultats. On va en parler à notre émission Côte-Nord Attitude. Entre autres, les gens du comptoir alimentaire de Sept-Îles, avec qui on organise ça là à Sept-Îles présentement. Le président et le trésorier Jacques Franqueur et Guy Berthe seront avec nous. De même que Lauriane Plourde, qui est responsable des activités au centre de bénévolat de Port-Cartier. On sait qu'il y a une guignolée aussi, bien sûr, du côté de Port-Cartier. Cette année, on a dû s'installer près du boulevard là parce que, bien sûr, il y a des travaux dans le secteur des ponts où on réalisait ce genre d'activité normalement du côté de Port-Cartier. Donc, en fin d'émission, on va parler de la guignolée des médias, mais avant, deux sujets d'actualité importants qui ont été traités cette semaine. Là, d'abord, cette entente hier, signature d'une entente historique, entente stratégique entre le port de Sept-Îles et son nouveau partenaire majeur que devient la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. On le sait, ça a été créé par le gouvernement du Québec et ça vient régler tout le dossier de l'accessibilité. Ça rend des terrains disponibles pour les compagnies minières. Donc, la table est mise pour une relance de l'industrie du fer autour du port de Sept-Îles et, bien sûr, dans la fosse du Labrador. Pierre Desgagnon, président directeur général du port de Sept-Îles, sera avec nous en direct pour nous parler de cette nouvelle entente pleine d'avantages, semble-t-il, pour l'économie et l'avenir de notre ville et notre région. Également, une entrevue avec Pierre Bolduc. Il est président de la nouvelle Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Il sera donc avec nous également à compter de 12h25, 12h30. Donc, on parle de ce dossier, cette signature d'une entente historique pour l'économie de notre ville. Hier, ça s'est fait du côté de la Marina, qui est maintenant, qui appartient au port de Sept-Îles. Et puis, le maire de Sept-Îles a annoncé cette semaine qu'il briguerait les suffrages en novembre 2017. Il annonce ça 11 mois d'avance, Régent Paulier, qui sera candidat pour un deuxième mandat. Et on fait le point donc avec lui en entrevue ce midi. Vers 12h15, je m'entretiens avec le maire Régent Paulier. Il va nous parler de ses motivations pour solliciter un deuxième mandat. Donc, ça s'est fait quand même ces 3 années là depuis qu'il est maire. C'est quand même un contexte économique assez difficile avec la chute du prix du fer. On a encore une certaine dépendance à cette industrie-là. Mais avec Régent Paulier, bien sûr, on va revenir sur le dossier Mine-Arnaud. On s'en souvient tous, là, la dernière campagne électorale de 2013. Beaucoup tourné autour du débat polarisé sur Mine-Arnaud. On va revenir sur ce dossier-là, bien sûr. On va parler des bons coups et des inquiétudes de Régent Paulier. Donc, il veut se représenter. Il sollicite l'ensemble de la population de Sept-Îles en novembre 2017 pour un autre mandat. Il nous explique pourquoi en entrevue vers 12h15. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, la résidence des bâtisseurs confirme son investissement de 6 millions de dollars à Sept-Îles. Le chantier pour la construction d'une nouvelle aile permettra l'ajout de logements de 3 pièces et demie et de 4 pièces et demie pour des retraités autonomes ou semi-autonomes. La résidence des bâtisseurs ajoutera 42 logements aux 129 actuels dans le centre-ville traditionnel de Sept-Îles. C'est situé sur la rue Arnaud. Le chantier pour la construction d'une aile de 7 étages a commencé le 24 novembre. On a procédé à une première pelletée de terre le 1er décembre. Le groupe Résidence des bâtisseurs administre des services pour les aînés dans une douzaine de villes au Québec, dont Rivière-du-Loup, Louisville, Matane et Valleyfield.
La guignolée des médias, c'est bien amorcé. Ça se poursuit à Sept-Îles et Port-Cartier. On invite la population, encore une fois, à être généreuse. Les entreprises et bien des gens à Sept-Îles ont déjà contribué. Ce matin, ça a commencé très tôt. Du côté de Sept-Îles, la redistribution va se faire avec le comptoir alimentaire de Sept-Îles, alors qu'à Port-Cartier, c'est le centre de bénévolat qui prend en charge la redistribution. Les deux organismes ont préparé des paniers de Noël pour les familles à faible revenu des deux villes. Les gens des médias, mais aussi des pompiers, des policiers et des bénévoles dans les deux villes s'impliquent toute la journée aujourd'hui. 2 nouvelles causes ont été déposées cette semaine au palais de justice de Sept-Îles contre Bernard Gauthier de la FTQ Construction. Il est accusé d'avoir fait du placement de travailleurs sur un chantier en 2013 en contradiction avec la loi sur les relations de travail dans la construction. La cause de Bernard Gauthier et du local 791 de la FTQ Construction a été reportée au 31 mars. Il a annoncé mardi qu'il serait candidat sur la Côte-Nord aux élections provinciales de 2018 et porte-parole d'un nouveau parti politique. Rambo Gauthier prévoit poursuivre son travail à la FTQ jusqu'au déclenchement de la campagne électorale. La nouvelle Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire et le port de Sept-Îles ont signé hier une entente stratégique qui favorise la relance de l'industrie du fer. C'est l'aboutissement d'un long processus coordonné par le gouvernement du Québec pour rendre accessibles les terrains de Pointe-Noire et le nouveau quai multi-usagé qui, lui, n'a pas encore servi. Le prix de la tonne de fer sur les marchés mondiaux est en hausse ce matin. Il dépasse les 79 $ la tonne, encore une hausse de 3 $ depuis hier. Le président du port de Sept-Îles, Pierre Desgagnon, croit que la nouvelle entente arrive au bon moment. Il sera avec nous en entrevue un peu plus tard à Côte-Nord Attitude. Le président de la SFP de Pointe-Noire, Pierre Bolduc, est optimiste sur les perspectives économiques 2017 pour Sept-Îles. Il a hâte de voir le quai multi-usagé construit au coût de 220 millions de dollars en opération. Et ça donne un bras de levier encore plus pour nos utilisateurs parce que ça leur permet d'avoir des coûts de transport encore plus bas, donc de les rendre plus compétitifs. Ça affecte toute la structure de coûts. Alors c'est important d'avoir ce levier-là et c'était la vision faite par la Société du Plan Nord et le gouvernement du Québec. C'est donc le président de la SFP de Pointe-Noire, Pierre Bolduc. Ce monsieur travaillait pour Cliff. Il était responsable de la fermeture de la mine du Lac-Bloom et des installations à Sept-Îles. Le voici donc en charge de réouvrir tout ça avec beaucoup d'optimistes. Ça se fait présentement avec une trentaine d'employés syndiqués à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Bien sûr, elle est appelée à grandir selon les projets de ses partenaires miniers. On revient sur ce sujet, bien sûr, un peu plus tard à Côte-Nord Attitude. Il y a beaucoup de réactions depuis la signature hier. Le milieu économique s'emballe à la suite de cette signature d'une entente stratégique entre le port et la SFP Pointe-Noire. Le commissaire industriel et directeur de développement économique Sept-Îles, Sylvain Larivière, croit que l'entente jette des bases solides pour le développement à venir. Nos infrastructures de pointe deviennent disponibles pour répondre à toutes les opportunités, affirme le président de la Chambre de commerce de Sept-Îles, lui, Steve Chapadeau. Le regroupement des gens d'affaires apprécie de voir l'entente signée alors que le prix du fer se redresse. Et il vient d'arriver, Tommy Auger, bonjour. Ça se passe bien la guignolée, oui? Ben oui, c'est super mon micro, ça va être encore mieux. Ben oui, bonne grande guignolée des médias 2016, c'est pour ça mon court retard. On est un petit peu partout dans cette journée-là. Et on invite les gens à être très généreux. Bon, c'est ça. On y revient en deuxième partie de l'émission. Ben oui. Entre autres, les gens du comptoir alimentaire de Sept-Îles seront avec nous, puis les gens du centre de bénévolat de Port-Cartier. Dans quelques instants, c'est une entrevue avec le maire de Sept-Îles qu'on vous propose. Il a annoncé cette semaine qu'il serait candidat, qu'il va solliciter un deuxième mandat en novembre 2017. Il nous explique pourquoi. Attitude.
Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Flash pub. Pour mes repas des fêtes avec les collègues ou entre amis, je choisis le restaurant Dixili et ma solution sensée pour des habits propres et bien mis, c'est Nettoyeur Domino. Pour mes achats des fêtes, je choisis Port Cartier d'abord. On s'en va rejoindre Paul Bouffard chez Pascal Automobile. Allô Paul, quoi de neuf chez vous en décembre? Ben Valérie, c'est le retour de l'événement Connectez-vous et gagnez de GM. Un rabais additionnel de 500 à 17 000 $ vous attend. Et est-ce que c'est moi Paul ou c'est durant cette promotion-là qu'il y a un client qui a gagné un camion l'an passé? Exactement. Et encore cette année, tout le monde court la chance de gagner un véhicule. Au total, 17 véhicules seront remis à des chanceux au Canada. J'espère refaire un gros cadeau de Noël cette année. Ben on espère nous aussi. Et là en plus, c'est le temps des fêtes, Paul. T'aurais pas un petit plus à nous offrir? En fait, oui. Jusqu'au 3 janvier, tous les acheteurs recevront une croisière avec départ de Miami. Imagine, tu t'achètes un GM9, tu profites d'un rabais additionnel pour atteindre 17 000 $ en jouant avec nous. Et en plus, tu pars en croisière. Et si moi, là, c'est un véhicule d'occasion que je veux acheter, est-ce que je peux quand même avoir une croisière? Absolument. Il s'agit de rencontrer François au 401 Gamache pour choisir votre nouveau véhicule d'occasion. Pour un véhicule neuf, je vous invite à venir rencontrer Matthew Bryan au 109 Monseigneur-Blanche. C'est une bonne idée, ça. On va donc aller vous voir chez Pascal Automobile sur Gamache ou Monseigneur-Blanche. On vous y attend. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Régent Porlier va solliciter un deuxième mandat comme maire de Sept-Îles lors des élections de novembre 2017. Il l'a confirmé aux élus municipaux réunis à huis clos lundi. Et là, on le confirme à la radio. Régent Porlier, bonjour. Oui, bonjour, Jean. Régent, donc, quand on décide de se représenter, c'est surtout parce qu'il y a encore des choses qu'on voudrait régler à la ville de Sept-Îles? Oui, ça fait drôle un peu d'annoncer ça pratiquement un an à l'avance. Un peu moins d'un an à l'avance, mais à quelque part, je t'avouerais que c'est principalement par respect pour les gens là, qui vont donner leur confiance un peu pour pas les laisser dans l'ambiguïté jusqu'à la dernière minute. C'est dans ce sens-là que je voulais l'annoncer dès maintenant. Ouais, en même temps, politiquement, c'est intéressant. Ça dit aux gens, bon, on est intéressé à continuer, alors si vous vous présentez, c'est parce que vous allez être contre le maire sortant, là? Oui, mais écoute, j'imagine qu'il y aura quelqu'un qui sera contre le maire sortant. C'est toujours bien de pouvoir débattre de nos idées. Ah oui, tu le souhaites, c'est la démocratie. Être élu par acclamation, t'aimerais pas ça? Ben, sincèrement, moi, je préfère qu'il y ait un débat, puis que, quelque part, que les gens viennent confirmer ce que je suis avec mes idées, avec mes démarches, mes différentes choses que je mets de l'avant. Est-ce que ça convient aux gens? Parce que moi, je suis pas, quelque part, d'être maire, là, c'était pas un objectif à tout prix dans mon plan de carrière, à quelque part. Là, j'avais l'impression que je pourrais contribuer à quelque chose d'important. Puis, mais naturellement, depuis que je suis là, ça fait 3 ans, j'ai quand même annoncé pas mal mes couleurs, dans quelle direction que j'allais. Entre autres, sur la proximité avec les citoyens. La porte ouverte, elle est ouverte depuis 3 ans, puis elle va continuer de l'être. Mais à quelque part, au-dessus de tout ça, il y a, comme je disais, il y a le citoyen. Est-ce que ça lui convient, là, la façon que je fais les choses? Et si c'est pas le cas, s'il y a quelqu'un qui a mieux à offrir, ben, je pense qu'il faut que ça soit présenté, puis que la population vienne dire, bon, ben voilà ce que je préfère. Puis moi, je serais pas malheureux dans un cas comme dans l'autre, là. J'espère que je fais ce qu'il faut, puis j'espère que les gens l'apprécient, puis on le verra bien dans un an. Ouais, en annonçant que tu vas te représenter, ça nous ramène à la campagne électorale de 2013, Régent Porlier. C'est beaucoup Mine Arnaud en 2013 qui était dans l'actualité. On avait un débat polarisé à ce moment-là. Là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est réglé le dossier Mine Arnaud? On n'a quand même jamais eu les explications du décret. Là. Il te reste des inquiétudes? Toi, tu es au même point qu'en 2013 par rapport au projet? Il s'est passé, il a coulé pas mal d'eau sous le pont. Naturellement, mes préoccupations, je les ai toujours mis sur la place publique. Puis le promoteur les connaît. Et je me dis bien qu'un jour, si ce projet-là va de l'avant, il y a quelqu'un qui va débarquer dans mon bureau et dire, bon, ben, on va regarder comme il faut tes préoccupations. Et j'espère qu'il n'attendra pas nécessairement que ça soit en marche. Là. Puis ça,
moi dans le fameux dossier de la mine Arnaud, on m'a beaucoup présenté comme quelqu'un de dogmatique, quelqu'un qui est contre le développement. J'espère que dans les 3 dernières années, c'est pas l'impression qui est restée aux gens, parce que du développement économique, moi j'en parle à peu près tous les jours. La diversification économique, les efforts mis dans ce sens-là, je les ai pas ménagés. Mais de toute façon, comme je dis, là, le bilan, on le fera à quelques semaines, à quelques mois de l'élection. Mais ultimement, les gens vont être en mesure d'apprécier puis de dire, bon, est-ce que ça fait le travail? Je pensais à ça l'autre jour, puis je me disais, parfois mon garçon me disait, papa, il revenait du sport, des choses, puis il me disait, papa, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis je lui disais, tu sais, Pierre-Antoine, j'ai dit, c'est pas tellement ce qu'on dit qui est important, c'est ce qu'on fait. Les gens, ce qui est important pour eux, c'est ce qu'on fait. Et ils le voient, ils en prennent toute la mesure, puis à quelque part, c'est beaucoup plus ça. Est-ce que les bottines vont suivre les babines? Est-ce que réellement on a l'impression que les gens s'investissent à fond dans ce qu'ils font? C'est pas mal plus important que tout ce que je pourrais dire. Ouais. Je me suis aperçu aussi en politique, par contre, que le terrain que tu occupes pas, il y en a d'autres qui l'occupent. Il y en a d'autres qui se chargent de l'occuper. Donc, à quelque part, à l'occasion, c'est important de mentionner sur quoi tu as travaillé. Puis, c'est ce que je ferai là à l'approche des prochaines élections pour faire réaliser à quelque part aux gens que non, je suis pas quelqu'un qui est contre le développement. Je suis pas mal convaincu que la plupart des gens l'ont réalisé, mais je dirais ce qu'il faut pour ceux qui en ont moins conscience. C'est pas les meilleures années pour faire du développement puis de la diversification économique. On est quand même marqué par le ralentissement. Là, on a encore une dépendance à l'industrie du fer. Puis depuis que Régent Porlier est maire, le prix du fer a beaucoup chuté, même s'il remonte depuis quelques semaines seulement. Là, c'est sûr que ça n'a pas rapport avec le maire de cette île, mais c'était pas un contexte facile là, pour faire du développement économique. C'est pas un contexte facile, mais en même temps, le défi est total. Là. C'est pas arriver dans une situation où là t'es en croissance, puis ça va très très bien, puis année après année, il y a une croissance qui est au rendez-vous, une croissance soutenue, c'est une chose, et c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. En même temps, un problème qu'on a à cette île, et ça fait depuis des décennies, c'est que justement, toute la question de notre diversification économique, on parle d'une vraie diversification économique. Moi, je pense qu'on s'y est pas assez attardé. On a toujours eu un discours très industriel, et c'est correct d'avoir un discours industriel, mais il faut regarder toutes les autres facettes du développement économique. Et ça, je pense qu'il y a encore matière à beaucoup de travail. J'ai mis beaucoup d'efforts sur toute la question de l'entrepreneuriat au cours des 2 dernières années, particulièrement. Et je continue de penser que la culture entrepreneuriale, c'est ce qui fait que tu vas saisir les opportunités, tu vas essayer d'élargir un peu ton champ de vision et pas nécessairement être en mode toujours uniquement accroché sur la grande entreprise. Et comme je le dis, la grande entreprise, elle est là pour rester. Les ressources naturelles, c'est une économie qui varie beaucoup. Il y a des hauts et des bas. Et le défi, c'est d'essayer d'amortir les bas. Et pour ça, faut réellement élargir notre champ de vision un peu. Tu sais, l'événement de savoir-faire qu'on a organisé il y a quelques semaines, cet événement-là, à quelque part, ceux qui y ont participé, je pense, ont été agréablement surpris. On est sorti de nos paradigmes avec des gens de l'extérieur de la région, de l'extérieur même du pays, dans plusieurs cas. Où est-ce que les gens ont dit, avez-vous pensé à ça? Avez-vous vu ces possibilités-là? Et j'étais content qu'il y ait des promoteurs des entreprises, associées à la démarche qui va dire, effectivement, sortons un peu de nos paradigmes puis regardons dans notre milieu de vie s'il n'y a pas des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et il y en a, très clairement, il y en a. Maintenant, c'est intéressant, c'est stimulant, puis à quelque part, il faut croire que j'y trouve un certain plaisir parce que de continuer, naturellement, il faut composer ça avec toute la question familiale. Il faut trouver l'équilibre, puis ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est un beau défi, puis j'ai du plaisir à le faire. Ouais, Régent Porlier, quand il m'a annoncé qu'il allait se représenter comme maire, sa première motivation que tu m'as dit, c'était bon, là je sens que j'ai plus les mains sur les poignets, là, puis il y a d'autres dossiers que j'aimerais ça régler. C'est quoi les dossiers qui te motivent à te représenter, là, que tu voudrais régler, que ça n'a pas été facile là, dans un premier mandat? Écoute, sans dire les mains sur le volant, on va dire les coudées un peu plus franches. Comme n'importe quoi, quand il arrive quelqu'un de nouveau, il y a de la résistance et de plus en plus, je sens que les gens embarquent dans le leitmotiv d'essayer de voir autre chose puis chercher des opportunités. Naturellement, je le dis depuis le début, on peut penser
passer de tout le développement économique si en même temps on travaille pas sur toute la question de la qualité de vie, la question du logement à prix abordable. Et ça, c'est clair qu'à ce moment-ci, il reste encore des choses très importantes à mettre en place pour le logement à prix abordable. Je crois encore dans la création d'une coopérative là, pour de gestion immobilière pour se servir comme de levier sur le logement, parce que c'est beau de penser économie, mais en même temps, si t'arrives pas à te loger à un prix abordable, t'as toujours le même problème. Les gens à revenus moindres, à revenus moyens, ils arrivent pas à suivre le tempo et ils quittent quand ils ont l'occasion. Alors, il faut s'assurer que tout le monde, toutes les classes de la communauté arrivent à trouver cette offre de logement-là et c'est bon pour la communauté dans son ensemble. Les petites moyennes entreprises, lorsqu'ils réussissent pas à garder leurs travailleurs, faute de pouvoir se loger à un prix abordable, c'est toute la communauté qui est pénalisée. Moi, mes efforts, je vais continuer de les mettre aussi à s'assurer qu'on sorte de nos paradigmes, puis c'est jusqu'à un certain point, une certaine culture. On va s'ajuster. Non, il faut poser des gestes, il faut intervenir et il faut faire en sorte que nos gens puissent rester dans un contexte que ça aille bien, très bien ou moins bien. Et ça, c'est tout un beau chantier. Puis on y travaille déjà, mais il reste bien des choses à attacher. En terminant, t'annonces que tu vas te représenter. Jusqu'à maintenant, dans ton mandat, qu'est-ce que tu es le plus fier, là, ton meilleur coup? C'est le Forum citoyen qui a eu lieu récemment, qui a regroupé quand même un bon nombre de personnes pour discuter de qualité de vie. C'est rare, ça, quand même. Ouais, mais je te dirais que oui, le Forum, mais c'est un mélange de plusieurs choses. C'est surtout, je te dirais ce que je suis fier, c'est l'accès, la disponibilité aux citoyens. Quand je suis rentré il y a 3 ans, j'ai dit ma porte va être ouverte, puis elle est restée ouverte depuis ce temps-là. J'ai jamais refusé quelqu'un de venir me rencontrer. Au contraire, parce que c'est à travers ces rencontres-là, ces discussions-là, qu'on avance. Les gens qui ont des projets, c'est stimulant, c'est intéressant. Comment on peut les accompagner dans tout ça? Il y a des beaux défis, il y a encore des beaux défis au niveau de la ville. On s'en cache pas, mais on a une belle équipe. Moi, je suis convaincu qu'on a une très belle équipe. Puis je leur écrivais là, hier dans un bulletin qui va leur parvenir prochainement. Parce que je leur dirais, à quelque part, moi, de sentir l'équipe derrière qui t'appuie, qui est là, ça me motive à poursuivre parce que c'est drôlement important. Mais clairement, la chose dont je suis le plus fier, c'est l'accessibilité, de permettre aux gens de venir exprimer leurs choses, de bâtir avec eux, de prendre les idées. Et de toute façon, la communauté, l'avenir de la communauté, elle passe par cet espace d'échange d'idées-là. Et oui, le Forum, j'en suis très fier. Je suis content que le Conseil ait embarqué dans ça, à quelque part, on le fait, c'était une première. Maintenant, on est dans le suivi du Forum, mais au-delà de ça, c'est surtout de créer puis de permettre les lieux d'échange qui va nous amener plus loin à tout le monde, là, la communauté, je suis convaincu. Tant mieux si on a réussi à travailler en équipe. On avait l'impression au début, là, en tout cas, on se questionnait, savoir comment on allait travailler en équipe avec le Conseil qui était là. Après la campagne électorale polarisée qu'on avait vécue en 2013, là, si les choses sont tassées et on travaille en équipe, tant mieux. Tant mieux pour l'avenir de la ville de Sept-Îles aussi. Tu sais, Jean, moi, il y a une chose, on n'est pas toujours d'accord, et heureusement. Si on était toujours tous d'accord et on pensait la même chose, d'après moi, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté d'avancer. Mais la place est là pour en débattre. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que tout ça se passe dans le respect. Autour de la table, on partage pas toujours les mêmes idées, c'est clair, mais que quelqu'un puisse exprimer ces choses, les gens ont toute la latitude pour le faire. Moi, j'ai jamais bâillonné personne parce que je pense que c'est néfaste de le faire. Il faut l'entendre quand il y a de la critique, il faut l'entendre quand les gens disent « je suis pas d'accord, moi je vois ça autrement », parce qu'il arrive à l'occasion que c'est celui qui est seul dans son coin qui a levé la main, mais ça y arrive, c'est lui qui a les meilleures idées. J'ose espérer que les gens quand même reconnaissent ce respect-là autour de la table. On se parle franchement, on se parle honnêtement, puis on le fait pour le meilleur de la communauté, là. Ça, je suis convaincu de ça. Puis je pense que les gens le sentent aussi. Régent Parlier, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est moi qui te remercie. Bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. C'est le début de la vente d'hiver chez Chaussures Filion. Jusqu'à 50% sur des bottes et autres modèles sélectionnés de marques comme Merrell, Keen et Sorel. N'attendez pas le Boxing Day, passez nous voir. 637 Avenue Brochu, Sept-Îles et au chaussuresfilion.ca. Il y a certaines choses qui ne se voient pas dont vous voulez être au courant, comme l'état de votre véhicule Ford avant l'hiver. Certaines autres moins, comme le pied d'athlète de votre voisin.
Pour votre véhicule Ford, le plan vous offre un changement d'huile, la vérification de la batterie, une inspection jusqu'à 83 points et une fiche détaillée de son état complet pour seulement $69,99. Pour l'état de la prostate de votre voisin, suggérez-lui un médecin. C'est possible d'avoir trop d'informations, mais pas lorsqu'il s'agit de votre véhicule Ford. Les techniciens formés de Ford voient ce que d'autres garages pourraient manquer. Cet hiver, méfiez-vous des autres pièces. Visitez serviceford.ca pour les détails. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Tommy Auger, on est très heureux aujourd'hui de recevoir en direct le président et directeur général du port de Sept-Îles. On le sait, hier, il y a eu la signature d'une entente stratégique qu'on dit historique. C'est quand même l'aboutissement d'un dossier dont on parle depuis longtemps, depuis même la construction du quai multi-usagé qui est là et qui n'a pas encore servi. Pierre Gagnon, bonjour, bienvenue à Côte-Nord Attitude. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation, messieurs Auger et Saint-Pierre. C'est un honneur d'être ici présent, puis ça me fait beaucoup plaisir de venir m'entretenir avec vous concernant cette belle annonce-là qu'on a eue hier après-midi. C'était pratiquement jour de fête pour le port de Sept-Îles hier. C'est quand même un dossier, je sais pas si on a eu des inquiétudes en cours de route, là, mais ça a été compliqué comme dossier. Là. Enfin, on aboutit avec ça. En 2017, là, quelque part en 2017, le quai multi-usagé va être disponible. Les terrains sont disponibles. C'est une nouvelle formule aussi, c'est une nouvelle façon de travailler. Il y a que du positif pour vous autres, hein? Il y a beaucoup d'optimisme dans le futur, c'est certain, par rapport aux prochaines années, mais oui, c'est un tournant majeur, c'est une page d'histoire qui s'inscrit dans l'histoire de la région de Sept-Îles pour le port. On avait longtemps espéré faire l'acquisition de terrains additionnels pour le déploiement du port, mais malheureusement, ça a été difficile dans les dernières années, mais avec l'opportunité qu'il y a eu avec la liquidation des actifs de Cliff, le gouvernement du Québec puis le port de Sept-Îles ont pu être fructueux dans des négociations pour avoir, en mars de cette année, conclu des ententes pour acquérir des actifs stratégiques. Puis, depuis ce temps-là, on s'est affairé les deux partenaires, le gouvernement du Québec avec sa société ferroviaire et portuaire et le port de Sept-Îles, à bâtir des cadres d'entente pour les 20 prochaines années qui vont nous assurer le plein essor du potentiel de cette Pointe-Noire-là qui aura été trop longtemps enclavée ou sous le règne d'une entreprise qui, pour conduire ses activités d'affaires, pouvait peut-être pas permettre l'arrivée d'autres joueurs ou permettre l'arrivée de la compétition. Mais on a aujourd'hui une toute nouvelle perspective qui est vraiment des plus intéressantes. Puis avec les ententes signées hier, je peux vous dire que il y a beaucoup de projets puis d'opportunités concernant la diversification puis de support sous un nouvel angle pour les compagnies minières qui veulent maintenant qui sont intéressées à rentrer dans un marché qui se redresse vraiment de façon intéressante dans les dernières semaines. Les gens qui ont assisté ou qui ont vu la signature hier, c'est beaucoup de l'administratif, cette signature. Il y a une belle signification à tout ça. Mais monsieur, madame, tout le monde, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est des bateaux arriver et repartir du quai multi-usagé. C'est la prochaine étape, là. Oui, monsieur Roger. Confirmez-nous ça, là. Oui, Tommy. Puis c'est surtout la création d'emplois. L'arrivée de la société pour revenir prendre en charge ces actifs-là qui sont vraiment bien installés, bien bâtis pour faire de l'entreposage, de la manutention de minerais. Maintenant, ils serviront plus à une seule entreprise. Ils vont être offerts au marché. Et le ministre Arcan lui-même le disait quand on a eu le premier bateau de Tata au mois d'octobre, ces installations-là, ils ont une capacité dans les prochaines années, 2-3 prochaines années, de tout de suite desservir 15 millions de tonnes. Ça, c'est presque 3 fois plus que ce qu'on avait dans l'histoire ancienne avec l'ancien opérateur ou l'ancien usager de ce secteur-là. Ça, c'est la création d'emplois, c'est du volume, c'est des belles nouvelles, c'est une belle perspective pour nous pour les prochains mois et je vais reprendre les paroles de mon partenaire M. Bolduc hier. On s'enligne nous pour partir ou inaugurer le nouvel actif, le quai multi-usagé, dès la fin de l'été, parce que tout devrait être en place pour faire le premier chargement, comme vous le dites, d'un bateau
un bateau de Tata, fort probablement, qui serait chargé dès la fin septembre, début octobre. Le reste, la reprise, ça dépend pas vraiment du port de cette île non plus. Là, on a profité de la période de ralentissement pour tout mettre en place. S'il y a des compagnies minières qui en ont besoin du quai, écoute bien, il est là, il est disponible. C'est pas le port qui va mettre du fer dans des bateaux non plus, là. Maintenant, est-ce que vous avez eu peur? Je veux pas, j'aimais ça hier parce qu'on a tourné ça vers l'avenir. Là, ça fait 2 ans qu'on parle de morosité. Là, on signe une entente tournée vers l'avenir pour 20 ans. S'il y a du fer qui a besoin de sortir de la fosse du Labrador, il va nécessairement passer par le port de cette île, puis on va être prêt quand ça va être le cas. Mais est-ce qu'on a eu peur de pas en avoir d'entente? On s'est ramassé en cours avec Cliff, ça a été plus compliqué. Sans gratter le bobo du passé, là, il y a une période de froisse pour le port de cette île, ça. On peut l'avouer, quoi? C'était pas uniquement pour le port. Je vous dirais, tous les partenaires socio-économiques ont vraiment déployé beaucoup d'ardeur dans les dernières années pour tenter de tirer profit d'opportunités d'affaires au niveau de la Pointe-Noire pour faire de la diversification. Mais malheureusement, avec l'ancien proprio qui était un propriétaire foncier vraiment qui contrôlait ou qui avait accès à tout ce territoire-là, c'était difficile d'avoir un appariement entre la vision d'affaires de cette société-là et ce qui pouvait être vraiment porteur de développement économique pour notre région. Il y avait une dichotomie, là, les astres n'étaient pas nécessairement alignés. Ça a été difficile, il y a eu plusieurs efforts qui ont été conduits par Développement économique de cette île, la municipalité, le port, pour tenter d'arriver à des synergies, mais ça a toujours demeuré des espoirs vains. Mais aujourd'hui, avec justement ce propriétaire... Ça peut plus arriver, là, hein? On l'a réglé de belle façon. Le dossier, la Société ferroviaire et portuaire, c'est le gouvernement. C'est réglé. Puis ça va être l'ensemble des partenaires miniers avec les mêmes installations. C'est effectivement le cas. Il y a une nouvelle réalité. L'ensemble du territoire est maintenant ouvert pour de la business. C'est l'entente idéale pour vous autres? Un seul partenaire qui ouvre la porte à 5-6 minières avec... Je vous dirais, c'est un modèle novateur. Nos concurrents du Brésil et de l'Australie ont pas cette possibilité-là d'avoir une société comme il s'est créé, une société en commandite là, qui va pouvoir intégrer les nouvelles minières pour bâtir un modèle d'affaires qui va leur permettre d'être encore plus concurrentiel parce que quand tu te réunis ensemble, ben, tu peux baisser tes coûts d'opération, tu peux baisser tes coûts de capitaux pour démarrer des installations de manutention et ça coûte excessivement cher. Le projet Alderon convoitait, lui, l'aménagement de ses propres espaces et avait réservé 200 millions de dollars pour s'aménager au port sur des terrains pour faire ses propres activités. Maintenant, ils l'ont même exprimé dans leur communiqué de presse récemment, l'arrivée de la Société ferroviaire et portuaire, pour eux, leur permet d'éviter ces dépenses de capitaux-là qui sont importantes et leur permet aussi de voir une nouvelle faisabilité ou une nouvelle économique pour leur projet beaucoup plus intéressante avec le contexte qui se présente. Fait que ça, c'est des gros côtés positifs qui sont derrière les ententes qui ont été signées hier entre la Société ferroviaire et portuaire et le port de cette île. Et ça, on va en parler avec M. Pierre Bolduc dans quelques instants. Là, j'ai enregistré hier, là, tout de suite après la signature, une entrevue avec le président de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Pour revenir au port de cette île, quand même, là, tout est positif. Ça arrivait vraiment au bon moment. En plus, là, ce matin, le prix du fer, 79 $. Il a encore monté de 3 $. C'est longtemps qu'on n'a pas au vu cours ça. de la nuit. C'est quand même très bien, là, toutes les perspectives d'avenir. On pense que vraiment, ça arrive au bon moment, là. Tout va être en place quand il y aura des nouveaux joueurs autres que Rio Tinto puis Alouette là, qui voudront expédier des choses. Ben, il faut demeurer quand même prudent. Là. Il y a une nouvelle réalité dans le marché du fer qui a beaucoup plus de volatilité maintenant. Il y a du marché spot. Là. Il y a des preneurs au livre qui peuvent acheter des quantités de minerais de fer importantes et peuvent se positionner pour des transactions futures. Ce qui est intéressant pour les ventes futures, pour le premier semestre 2017, on a des prix, il y a des acquéreurs de commodités ou de concentrés de fer qui sont prêts à acheter des volumes importants pour des prix entre 70 et 75 $ la tonne. Et ça, là, c'est sécurisant pour la tendance qui s'en vient au niveau du marché du fer. Est-ce qu'il y aura un redémarrage de projet pour venir corriger l'offre et la demande et faire un peu baisser les prix? On le verra, mais on est vraiment dans une perspective beaucoup plus intéressante que celle qu'on avait devant nous en début 2016, où on anticipait des prix de marché à la fin 2016 qui étaient aux alentours de 50 $ la tonne. Oui. On est maintenant 30 $ supérieurs, et ça, c'est très intéressant pour nos producteurs
locaux et aussi les nouveaux projets qui sont dans une fenêtre d'opportunité pour démarrer des projets comme Champion. Et ça fait du bien à entendre, là, après tout ce qu'on a entendu depuis 2 ans. Ça doit même faire du bien à prononcer pour le directeur, le PDG du port de Sept-Îles à la radio. Parce qu'on y a goûté, en terminant, on peut le dire, Pierre, là, on y a goûté hier, tu parlais de 40% la chute du chiffre d'affaires en 2014 pour le port de Sept-Îles. Ça a des conséquences, ça, hein. On a déjà connu le port de Sept-Îles comme une administration fédérale, mais là, ça marche plus de même, là. Vos salaires sont pas payés par le gouvernement du Canada, là. Jean, je te remercie de le préciser parce que le port de Sept-Îles, c'est une PME locale. On est des gestionnaires, oui, d'actifs qui appartiennent au gouvernement fédéral, mais tous les revenus d'activité provenant des actifs, c'est des fonds qui restent à la région, qui sont versés en salaire, mais qui vont aller vers l'entretien des actifs et aussi des investissements pour nos propres besoins. Lorsqu'on a subi l'impact de l'arrêt des activités de Cliff, c'est tout près de 40% de notre chiffre d'affaires, 7 à 8 millions de dollars de revenus qui a fondu et qui a causé un impact ou des conséquences indirectes au niveau de notre capacité à rayonner dans notre communauté. On a dû arrêter tous nos programmes d'aide ou support à tout près de 80 organismes. Ouais, ça fait pas plaisir à dire en pleine guignolée, hein, mais on peut plus. C'est la réalité. Mais on a offert quand même notre aide pour apporter un support autrement. On peut, à partir des prêts de main-d'œuvre ou du support avec du prêt de matériel, aider notre communauté. Puis on a bon espoir de reprendre le support vis-à-vis de nos organismes avec ce qui s'installe là maintenant comme un nouveau contexte, nouvelle opportunité pour les prochains mois et la prochaine année. Ça fait que c'est beaucoup plus intéressant. On va être en position de revenir pour aider notre communauté comme on l'a toujours fait, puis de réinvestir dans notre communauté. On va pouvoir partir 2017 seulement que dans le positif. Absolument. Puis on est à l'aube justement d'une belle reprise ou d'une belle relance de la Pointe-Noire. Puis ça, c'est du travail qui a été fait avec des partenaires comme Développement économique Sept-Îles, la Chambre de commerce. Le port, se veut un agent de mobilisation avec d'autres partenaires socio-économiques. Puis je peux vous dire qu'à cet égard-là, on est à l'affût de travailler sur des opportunités de diversification économique parce que oui, le fer, c'est beau, mais il faut regarder pour d'autres choses. Puis aussi penser à la transformation du fer parce que ça fait maintenant 60 ans qu'on transporte du concentré et de la boulette. Ben, travaillons à regarder d'autres opportunités. Puis c'est le cadre des ententes qu'on a signé hier va nous permettre de regarder ça avec confiance pour l'avenir. Eh bien, Pierre Desgagnon, président directeur général du port de Sept-Îles, un gros merci pour ta présence en direct à Côte-Nord Attitude. On complète sur le sujet avec l'autre signataire de cette entente stratégique historique, Pierre Bolduc, qui est président de la Société ferroviaire et portuaire, un entrevue réalisée hier qu'on vous offre dans quelques secondes. Merci. Monsieur Pierre Bolduc est président directeur général de la jeune Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Là, on est en train de redresser. Maintenant qu'on a signé une entente historique avec le port de Sept-Îles, là, on peut se retrousser les manches puis faire le vrai travail du terrain, là. Effectivement. Puis le travail du terrain, c'est de remettre tout ça en activité et en activité maximale. Effectivement, ça va permettre d'amener ces boules de neige, puis à mesure que la boule roule, bien grossit. Et c'est le cas pour nous, effectivement. On a énormément de contacts actuellement qui résultent de la publicité positive qu'on a eue en reprenant nos activités. Et l'entente pour la Société ferroviaire et portuaire, c'est une entente gagnante. Là, on va pouvoir utiliser notamment des équipements qui sont sur place pour que vos clients, finalement, puissent sortir le minerai au meilleur coût possible? Ben, en fait, on est gagnant-gagnant. Ça nous permet d'avoir une structure de coût qui est connue et de pouvoir être stable. Et en même temps aussi, on a une grande ouverture d'esprit du côté port et de notre côté pour faire des développements qui sont pas là actuellement. On va pouvoir envisager des développements futurs et autres, et pas nécessairement dans le secteur minier. Et ces ententes-là nous ouvrent ces portes-là. Pierre Bolduc était à la haute direction de Cliff là, pour la fermeture de la mine du lac Bloom, des installations de Pointe-Noire. Ça doit être un travail plus motivant avec la Société ferroviaire et portuaire de réouvrir tout ça. Mais entre les deux, tout s'est bien conservé. On a des installations là intéressantes pour ce qu'on a comme besoin à cette île. Bien, en fait, les installations avaient été fermées correctement. La seule variable que l'on contrôle pas, c'est le temps
depuis 2 ans, en fait, ils ont été fermés. Et c'est aussi les taux d'humidité qui peuvent, surtout les équipements électriques, être affectés. Mais jusqu'à date, on a reparti la plupart des équipements, puis on n'a pas eu de problème comme on pensait en avoir. Pas du tout. Alors qu'ils ont été relativement bien conservés. En même temps, ce qu'on espère, c'est des emplois, des vraies retombées économiques, une sérieuse reprise dans l'industrie du fer. Là, je vois ce matin, là, à 76,50 $ la tonne. Le fer est vraiment en train de remonter depuis quelques mois. C'est encourageant pour 2017, peut-être plus pour 2018 même pour cette île-là. Effectivement. Ce que ça amène, c'est que beaucoup de projets qui étaient en veilleuse sont maintenant ressuscités. Surtout à des taux on parle de 75-76, mais US la tonne. Donc, converti en canadien, ça nous amène quand même des prix intéressants qui font en sorte que des projets qui étaient mis en veilleuse maintenant se ressuscitent, réapparaissent. M. Bolduc, j'ai entendu dire que vous trouviez pas ça beau, vous autres, un quai multifonctionnel flambant neuf, qui est pas usé, qui est pas sali. L'objectif, la prochaine étape, là, c'est de compléter tout ça puis de l'utiliser, notre fameux quai de 220 millions, là. Oui, effectivement, parce qu'un quai comme on vient de parler, avec un plancher de ciment qui est impeccable, c'est pas beau. Un plancher sale, c'est parfait, c'est beau, c'est mis dans une utilisation et ça donne un bras de levier encore plus pour nos utilisateurs parce que ça leur permet d'avoir des coûts de transport encore plus bas, donc de les rendre plus compétitifs. Ça affecte toute la structure de coûts. Alors c'est important d'avoir ce levier-là en place et c'était la vision au moment de l'achat fait par la Société du Plan Nord et le gouvernement du Québec. Et bien sûr, on n'a pas le droit de parler là du dossier des taxes qui est devant les tribunaux, mais on va vous souhaiter quand même longue vie à la Société portuaire. J'imagine qu'on veut être partenaire avec la ville et avec bien d'autres gens. En bout de ligne, c'est notre industrie, c'est nos emplois qui vont renaître autour de votre société quand même. Exact. On n'est pas en guerre contre la municipalité, au contraire. C'est des partenaires importants, mais on a quelquefois des points de vue différents, mais c'est important de s'asseoir puis continuer le dialogue et les discussions. Puis jusqu'à maintenant, c'est ce qui se fait et c'est bon. Merci beaucoup. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Tonnerre fait son entrée dans la boîte de départ, suivi par CAA. Le départ est donné. Excellente lancée pour Biscuit, mais CAA remonte. Il a un galop exceptionnel. Il double Tonnerre. Il double Biscuit. Il double et il gagne! Ce week-end, gagnez encore plus à être membre CAA. Tous les deuxièmes week-ends du mois, doublez votre remise en dollars CAA et obtenez jusqu'à 6 sous par litre lorsque vous passez à la pompe chez Couche-Tard. Couche-Tard, simple comme bonjour. Détail en magasin. Ici Guy Jodoin. Je vous dis qu'il y en a de la fraîcheur chez Super C. Normal, chaque jour, ils vendent des montagnes de légumes puis des tonnes de fruits. C'est sans compter la viande. Pas étonnant que ça soit toujours frais. Jusqu'au 14 décembre, les poulets entiers frais sont à 2 pour 12 $ et le fromage sélection 450 grammes est à seulement 3,88 $. Et si jamais je suis pas satisfait de la fraîcheur d'un produit, je suis remboursé à 100%, plus 10%, garantie. C'est ça la qualité fraîcheur zéro compromis chez Super C. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Tommy, on a fini de parler des sujets politiques, là. On a parlé avec M. le maire qui va se représenter. On a parlé du gros sujet économique de la semaine, la signature d'une entente entre le port et la Société ferroviaire et portuaire. Là, on va parler de la guignolée. C'est le jour de la guignolée. Exactement. Puis on perdra pas sérieux quand même comme sujet, là. C'est très important et tout aussi sérieux que l'économie et la politique. Puis on perdra pas de temps parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Dale Vaillancourt, Guy Berthe, bonjour. 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 Donc, vous êtes vraiment les deux pieds dedans aujourd'hui. Ça fait un bout que vous travaillez là-dessus. Je vais commencer avec Monsieur Berthe. Monsieur Berthe, l'objectif de cette année, rappelez-nous ça, là. L'objectif cette année, 80 000. L'année dernière, on avait atteint 83. Et Dale va nous sortir un chiffre tantôt là pour nous dire si on est sur la bonne voie ou pas. On vous laisse un peu en suspens. Les bénévoles, parce que oui, c'est la grande guignolée des médias, mais on s'entend que tout le monde ou à peu près met la main à la pâte aujourd'hui, là. Oui, on a au-delà de 200 bénévoles, sans compter tous les gens des médias. Donc, c'est beaucoup de monde sur le terrain. Ça prend tout ce monde-là. Et ça nous prend aussi tous des organismes pour nous soutenir. Par exemple, Tim Horton, le port de Sept-Îles, la ville de Sept-Îles, nos pompiers, là, ça, là. Bravo, pompiers, hein, c'est visible, en tout cas. Ça rajoute beaucoup, même à Port-Cartier, c'est beaucoup les pompiers aussi, hein. Si la ville de Sept-Îles permettait pas aux pompiers d'y être, là, ça serait un gros manque. Côte-Nord Sanitation, la Caisse d'économie, tout l'argent qui est compté, roulé, tout ça, c'est la Caisse d'économie qui le fait.
Donc, ça prend, oui, des organismes, ça prend des bénévoles pour organiser cette journée-là avec vous, les médias. Sinon, on serait pas capable de réussir à récolter de l'argent et des denrées. Et là, il y a différents points de collecte, là, on va les rappeler. Il y a le coin Papineau-Laure où les pompiers, justement, et les radios sont. Il y a le coin de Radio-Canada au coin Smith et Giasson. Il y a le coin de la Maison des médias, donc Napoléon Évangéline. Il y a le nouveau coin Père Divet-Arnaud, que ça, c'est les églises. Oui, c'est les églises de cette île qui ont organisé ce secteur-là. On ramasse des sous, on ramasse des denrées, sont sur place. Un point de collecte officiel. C'est bien, on rajoute le centre-ville traditionnel, finalement. Oui, c'est ça. Absolument. On a du côté de Ouachat, du côté de Ouachat et du côté de Maliotenam. Et là, ben, vous annoncez que vers la fin de l'après-midi, on a un nouveau point qui est assez névralgique. Là. Oui, bien, ça fait déjà quelques années qu'on y pense. On s'est pris tard un peu cette année. Par contre, on a réussi à le réaliser à la dernière minute. C'est tous les gens qui travaillent chez Alouette qui quittent pour aller travailler avant que nous, on installe nos points de c'est ça, ils commencent à 7 heures, eux autres, et lorsqu'ils reviennent après le travail, nos points de collecte sont déjà fermés. Donc, à la sortie de l'usine ce soir, on a un nouveau point en 3h30 et 5h30. C'est à la sortie d'Alouette. La Sûreté du Québec va y être. On a nos lumières qui vont être installées. On a un paquet de bénévoles qui va y être. Et déjà, les gens d'Alouette nous ont souligné que l'an prochain, il allait être avec nous pour l'organiser. Wow. Ben ça, là, c'est vraiment une excellente idée. Dale Vaillancourt, vous vous occupez... Bonjour, vous vous occupez des entreprises. Vous êtes sur le téléphone depuis ce matin. Oui, c'est chaud. Bon, on va commencer. Vous aviez un chiffre à nous donner parce que là, on parlait de l'objectif tout à l'heure. Maintenant, là, quel est le dernier chiffre pour cette île de récolter? Au moment où on se parle, nous avons 42 998 $ et 83. Hey, on a la moitié de fête. Mais faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Non, il faut pas s'asseoir parce que l'avant-midi, l'après-midi, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Je sens un petit peu de relâchement. Il y a peut-être des gens qui disent, on a donné un matin aussi, hein, ça arrive. Ben, c'est sûr. Écoutez, les gens sont généreux, puis il y en a qui ont donné ce matin, fait qu'ils redonneront pas cet après-midi. Mais moi, j'ai des chiffres, et puis j'ai des noms à vous donner. J'ai des dons extraordinaires. Parce que vous concentrez beaucoup sur les entreprises, les défis aux entreprises, les entreprises qui veulent dire, ben moi je donne du lait, moi je donne des dindes cette année. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été réalisé? Bon. Le défi des dindes, ça c'est fait, c'est réglé, c'est la construction et expertise PG. Le monsieur on les a vus au point de presse ce matin à 7h30 avec dindes sur photo. Oui, ils ont fait un beau don de 4 000 $. Alors ils ont payé les dindes au complet pour le mois de décembre pour remplir nos 400 paniers, comme on dit. Ensuite de ça, comme à tous les ans, les commanditaires fidèles, le défi du lait. OK, le 5 200 $ pour le lait a été réglé aussi avec le groupe Olivier, OK, comme à tous les années, avec Construction RIC et Proflex Côte-Nord. À tous les ans, ça fait 10 ans que c'est ces gens-là qui payent le lait à toutes les années. Ce dossier-là est réglé. Les œufs, les fameux œufs. Le Club Rotary, encore cette année, des commanditaires fidèles, nous a donné un beau don de 800 $. Puis, ça fait 3 ans cette année aussi, Monsieur Mallet, de chez Mallet et Fils, nous a fait un beau don de 800 $ pour régler les œufs. Les bûches de Noël. Un matin, j'ai brassé à 7h moins quart, j'en ai réveillé. J'aimerais ça le remercier parce que quand t'es en train de déjeuner à 7h moins quart d'un restaurant pis t'as une grande blonde qui arrive à côté de toi pis qui te demande 1000 $, là, c'est pas toujours... Un déjeuner qui coûte cher. Avec un beau sourire. Avec un beau sourire. Pour la bonne cause, toujours. Et pavage TC. OK, monsieur Langis Saint-Gelais, à matin, un beau 1000 $, avec Axor aussi, que j'ai communiqué ce matin avec monsieur Cadoret, qui nous a fait un beau don de 1000 $ pour payer les bûches de Noël. OK, pour mettre dans les 400. Mais ça, c'est pour régler mes paniers, là, du mois de décembre, comme on dit. Ensuite de ça, on a le défi la margarine, OK, qui a été réglé, le 1500 $ de chez Polaris, Construction Polaris, et Sport Expert qui nous a fait un beau don de 1000 $. Je vais vous donner peut-être des choses qui ont de l'air niaiseuses, mais de la sauce à spaghetti, des cannes de sauce à spaghetti, sans en prendre dans nos paniers, dans nos dépannages. Ben écoutez, vous allez à la librairie Côte-Nord qui nous a remis 500 $, Propane Nord-Côtier 500, PJL 500, puis monsieur Berthe ici présent qui nous a fait un beau don de 1000 $ pour nous. Ça prenait 3000 $ à matin pour payer ça là, pour les petites boîtes de sauce à spaghetti. Ensuite, des légumes, des fruits en canne. APTS nous a donné un beau don
don de 200. Jardin Oriental, merci, $300. Le marché Mélo, 200. BCF Avocats qui nous ont donné un beau $300 aussi pour combler ces dons-là. Mais j'ai pas réussi à régler le saumon, des cannes de saumon, des cannes de thon, OK? Vous allez dire, des petites cannes de ragoût de boulettes, ça nous en prend. Vous savez que dans nos paniers, on met pas de filet de mignon, hein? Je vais vous dire, j'ai mon défi de steak haché, là, OK? Merci à Michaud, chez J.A. Michaud, un beau don de 500. OK, Pascal Auto, 500. Vitrerie Nord-Cristal, $800. Chez Honda, 500. Subaru, 500. Toiture BLP, 500. BLH Construction, 500. Puis le groupe G7, $500. Là, j'ai $4,300 de ramasser pour mon steak haché, mais j'ai pas fini. Et ça m'en prend 6,000 pour cette année. OK? Donc, ensuite, les gens qui nous entendent, là, et qui se disent, hey, moi aussi, je voudrais participer, c'est très concret, là, quand on parle de steak haché, là. Tout le monde en achète à tous les semaines. Ouais. Appelez Dale, là, au oui, parce que, comme je vous dis, c'est notre viande première qu'on met dans nos paniers. OK? C'est du steak haché, puis de la dinde, parce qu'avec du steak haché, tu fais beaucoup de choses. Alors, ensuite de ça, j'aimerais aussi remercier, Pause Café Mat, un matin. En allant déjeuner aussi, demandé du café. Ils nous ont emporté 4 grosses caisses de café qui représentent une commandite pratiquement de $400. Fait que c'est merci à Pause Café Mat. Ensuite de ça, Alouette. J'ai-tu oublié Alouette? Faut pas que j'oublie Alouette. Pour les légumes et les fruits en canne. OK? Alouette qui nous ont fait un don de $750. J'ai ici, je veux pas oublier le groupe Mallette, je veux pas oublier BCF Avocats qui nous a donné 300, je veux pas oublier Sinisco qui nous a donné 200, il y a Cinet aussi qui nous ont donné beaucoup de produits de nettoyage. Pop Saint-Marc qui avait débuté sur les réseaux sociaux, on a vu ça passer. Oui, ensuite de ça, on a La Joie Réfrigération, on a écoutez, je veux pas les produits. OK. Bon, si vous me parlez de défis... Il nous reste à peine une minute. Là, ouais. OK, les produits sanitaires. J'ai rien de réglé là-dedans. Si ça prend du savon, faut qu'on se nettoie. Si ça prend des produits de nettoyage, de l'eau de Javel, des produits comme ça. J'ai besoin de 3,000 après-midi. Puis j'ai le défi des petits déjeuners. Ça me prend 5,500$. Je m'en retourne au comptoir, là, puis je tombe sur le téléphone, puis il faut que j'essaye de régler ça. Puis... mes petites cannes de ragoût de boulettes, Agathe m'a demandé d'essayer de ramasser $1,500 parce qu'on en avait besoin de 1,500 pour couvrir ça. Quand Agathe le dit, il faut le faire. Oubliez pas qu'on va donner au-dessus de $160,000 juste au mois de décembre en nourriture, 400 paniers d'épicerie, OK, 400 dépannages, ça représente pratiquement $160,000. Merci à Provigo, à toutes les comment qu'on dit ça, Guy, pour les dons. On laisse le mot de la fin à M. Berthe. Au niveau provincial, il faut remercier nos grands commanditaires provinciaux, les pharmacies Jean Coutu, le groupe Loblas et Provigo et Maxi, via la capitale. Ici, on a tous ces groupes-là à cette île. Si vous avez des denrées à laisser, vous pouvez, il y a des gros paniers chez Provigo, chez Maxi, chez Jean Coutu. Vous pouvez continuer à donner tout au long du mois. Donc, soyez généreux. Bonne grande guignolée des médias 2016. J'aime ça quand c'est bien structuré de même. Regarde, c'est des dons, on sait ça va à quoi, on veut ça, on a besoin de tant d'argent. Dès les bonnes en Moses là-dedans, c'est bien structuré. Et puis, moi, j'ai aucun doute, là, Tommy, là, que ça va au bon endroit, tout ce qu'on va ramasser, tout ce qu'on donne. Mais je vais quand même poser la question à M. Berthe parce que, bon, il y a eu des histoires à cette île avec le centre d'action bénévole et tout ça. Le comptoir alimentaire, je suis convaincu qu'on fait bien le travail. On y est allé ce matin. On les voit, les denrées sont là, pour toute la population. Je pense que c'est une organisation, là, qu'on peut être sécure dans notre don. Ça va vraiment à ce qu'on dit à la radio, comme qui dirait. Oui, absolument. La crédibilité est là. Bien entendu, lorsqu'il arrive des événements comme on a vécu ici à cette île, bien, ça met tout le monde en alerte. On s'assure que les processus sont corrects. Il y a un bon conseil d'administration qui surveille tout ce qui se passe. C'est toujours correct de se revérifier. C'est ça. Il faut toujours se revérifier, mais malaise. On s'assure que tout est correct, oui. Ben voilà. Hey, bonne fin de journée. Merci les gars, merci à vous autres. Merci, puis lâchez-nous pas cet après-midi parce qu'on va avoir un petit sprint de fin d'après-midi. À 5h, de 5 à 7 au cégep, tout le monde, pour les bénévoles et les médias. Génial. On conclut l'émission du côté de Port-Cartier. On va s'entretenir avec une porte-parole de la Guignolée là-bas dans quelques secondes. Côte-Nord. Attitude.
L'une des joies que nous procure l'immobilier est de rencontrer des gens tels que vous. C'est pourquoi l'équipe France Pelletier croit qu'il n'y a pas de meilleur moment pour vous dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année en nous confiant la vente ou l'achat de votre propriété. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui rendent possible notre succès. À l'aube de cette nouvelle année, l'équipe France Pelletier tient à vous souhaiter bonheur, succès et épanouissement dans vos projets immobiliers. Joyeuses fêtes et bonne année 2017. C'est samedi le 10 décembre que le Café Théâtre Graffiti accueille à guichet fermé le spectacle des Sœurs Boulay. Full pin sur la veine, les lighters dans les mains, au moins. On est deux. 4488 de l'amour, c'est le spectacle qui se prend pas au sérieux, qui assume pleinement sa folie. Une collaboration de Monica Lapierre du groupe Sutton Nouvelle Demeure. En première partie, Jason Bajada. Fais-moi un show de boucan. Flash pub. Pour les fêtes, je choisis nos restaurants locaux pour mes rassemblements entre parents, collègues ou amis. Je suis fier d'encourager le restaurant des Chutes ou le restaurant Bar Le Forum. Pour mes achats des fêtes, je choisis Port-Cartier d'abord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Et Tommy, on va prendre quelques minutes pour parler de la guignolée du côté de Port-Cartier. Les pompiers sont très impliqués là-bas aussi, hein. Plusieurs bénévoles, mais ça se passe autour du centre de bénévolat de Port-Cartier. Loana Plourde est coordonnatrice de la guignolée à Port-Cartier. Bonjour, Madame Plourde. Oui, bonjour. Oui, oui. Bon, ça se passe bien la guignolée du côté de Port-Cartier. Là, on est installé depuis ce matin. On est obligé de choisir un nouvel endroit cette année, hein? Oui, c'est ça, les ponts sont fermés, alors on est coin Basse, boulevard des Îles, là, aux Lumières. Et puis les gens sont généreux du côté de Port-Cartier, normalement. Encore aujourd'hui avec la guignolée, on le voit depuis ce matin, là. Oui, effectivement. On est rendu à combien, là, de ramasser? Faut le préciser, à Port-Cartier, on ramasse pas des denrées comme à cette île, là. On demande aux gens de faire des dons en argent. C'est beaucoup plus facile après ça à gérer, hein? C'est ça, effectivement. On a, à date, à midi, on avait 2600 de ramassés. On s'attend qu'à 1 heure, présentement à 1 heure, on devrait être rendu vers les 3000 $, mais un retard de 600 $ là, pour cette année, mais on s'attend que ça va, dans l'après-midi, ça va aller mieux. Là. Bon, alors ça va se poursuivre cet après-midi. C'est assez visible, hein? Les pompiers sont avec vous autres. Je pense que toute l'organisation là, des pompiers de la ville de Sept-Îles sont très impliqués. Oui, les pompiers, les ambulanciers sont avec nous cette année. Une grosse collaboration avec les ambulanciers aussi. Là, ça va super bien. On est visible, les polices aussi, c'est bien. Madame Plourde, du côté de Sept-Îles, le comptoir alimentaire nous mentionnait que c'était environ 400 paniers qu'on faisait du côté de Port-Cartier. Combien de gens là, on prévoit aider avec l'argent récolté lors de la grande guignolée des médias? Présentement, j'ai 107 demandes au total. On s'attend que d'ici la fin, jusqu'au 13 décembre, on devrait arriver vers les 130 demandes là, en argent. Ce qui est quand même pas mal là, pour une ville de la grosseur de Port-Cartier. Oui. La pauvreté change beaucoup. Là, la phase de pauvreté est changée là, comparé à avant. Oui, et le centre de bénévolat, ça fait très longtemps qu'on est impliqué dans la guignolée, dans plein d'autres activités également. On le voit, on est proche de la clientèle hein, au centre de bénévolat chez vous. Oui, on fait déjà les dépannages alimentaires tout au long de l'année, puis là, c'est le gros boom là, pour la guignolée, les bons de Noël. Bon. Et puis ça va bien du côté du centre de bénévolat, là, on entend toutes sortes de choses à Sept-Îles puis à Bécomo, mais vous autres, entre les deux, votre centre de bénévolat, il est bien organisé. Je n'ai parlé à Mme Bond, entre autres, il y a quelques semaines de ça, là. On est structuré puis l'argent va au bon endroit, hein? Effectivement, le centre est en santé. Eh bien, Madame Plourde, on va vous souhaiter bonne continuité cet après-midi. Là, on peut peut-être en terminant rappeler l'importance de la journée d'aujourd'hui là, pour votre guignolée. Vous venez de le dire, il y a plus d'une centaine de demandes. On veut répondre à tout le monde, mais ça dépend un peu de la générosité des gens. Oui, c'est ça, effectivement. Fait qu'on dit à tout le monde, soyez généreux aujourd'hui, c'est la journée de la guignolée. Et on rappelle que c'est principalement en argent qu'on récolte les dons du côté de Port-Cartier et que l'endroit a changé. Peut-être juste nous rappeler l'endroit? Coin Basse, boulevard des Îles aux Lumières. Et voilà. Et vous allez rester là toute l'après-midi jusqu'à 8 heures ce soir. Ah, jusqu'à 8 heures ce soir. Bon. Oui. Ben, bonne journée à tous les bénévoles de la guignolée du côté de Port-Cartier. Un gros merci d'avoir pris un peu de temps avec nous à Côte-Nord Attitude. Merci. Bonne journée.
Et ça conclut l'émission Côte-Nord Attitude de ce jeudi 8 décembre 2016. Demain, toutes nos entrevues de la semaine. Bernard Rambaud-Gauthier qui se lance en politique. Régent Porlier qui sollicitera un deuxième mandat. La signature d'une entente avec le port de cette île historique. Toutes nos entrevues de la semaine seront disponibles sur Internet. Exact. Grâce à Tommy. Eh ben, grâce à nous, là, toute l'équipe de Côte-Nord Attitude. Et du côté de Cogeco TV, il y a plein de choses à écouter en fin de semaine. Il y a beaucoup de tournages aujourd'hui à la Guignolée. Ouais. Il va y avoir un spécial Guignolée. Il y en a plein en direct aussi. Hein? On est en direct on peut toute voir la la journée. Guignolée à la TV aussi au 555. En plus, demain, on va faire la captation d'un spectacle de Conrad Stéphane là, pour le temps des fêtes. Donc, pas mal de choses là, à connecter à Cogeco TV jusqu'au temps des fêtes. Et sur OFM 94, ben là, on est plus actif pour la journée de la Guignolée. On a amené notre animateur vedette de la fin de semaine qui va passer l'après-midi avec vous. André Bourque s'en vient dans les prochains instants au FM 94. Au revoir.